Ok, les gars. Donc, en fait, vous avez déjà commencé ce qu'on appelle la notion de la programmation orientée objet dans ce qu'on appelle en PHP. On avait vu un petit peu aussi en ce qui concerne le C++. Et donc, du coup, il faut comprendre que le Java, c'est vraiment un langage de programmation orienté objet. Lorsque on crée souvent nos projets, vous voyez que directement, il y a une classe main, etc. Mais nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait aussi de la programmation orientée objet normalement sur Java. C'est le même principe. Alors, si vous utilisez comme moi le logiciel là, ce logiciel IntelliJ, par exemple, je viens de créer un projet. Et on suppose que je vais créer, on aimerait avoir ce qu'on appelle une classe qui s'appelle personne avec comme propriété nom, prénom et puis par exemple âge. Voilà, donc vous savez déjà ce que c'est que la programmation orientée objet. On est bien d'accord, c'est le fait de pouvoir représenter des entités sous forme de, bon, en tout cas en programmation, de les représenter les choses du monde réel, mais sous forme de ce qu'on appelle des classes. Et une classe sera un objet qui aura ce qu'on appelle des attributs ainsi que des méthodes. Et donc, supposons que nous, on veut représenter une personne, on va représenter une personne comme une classe avec des attributs comme nom, prénom et aussi avec des méthodes. Et vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle des méthodes qu'on appelle des getters, des setters, il y a les constructeurs, etc. Donc, toutes ces choses-là, on va revoir ça rapidement en Java, mais on ne va pas passer plus de temps sur les bases. Donc, ici, comment est-ce qu'on fait pour créer ce qu'on appelle une classe? Supposons que je suis là, je fais juste clic droit, je fais New et je fais Java Class. Et là, il nous dit qu'on a beaucoup de choses qu'on peut créer. On peut créer une classe, une interface, des records, énumération, annotation, exception, compare, source, file. Ce qui est sûr, on va faire presque tout d'ici la fin de l'année. On va apprendre chaque élément qui nous demande ici. Là. Comment est-ce qu'on peut créer une classe et une classe, comment ça fonctionne. On va comprendre comment est-ce qu'on peut créer une interface, comment fonctionne l'interface. On va voir comment on peut créer des records, comment ça fonctionne, des énumérations, des annotations, des exceptions. Vous allez voir toutes ces choses-là ensemble avec moi. Mais il va falloir que vous vous activez. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant qu'on change un petit peu l'attitude là. Au premier semestre, j'ai constaté qu'il y avait un petit peu des personnes qui ne fournissaient pas vraiment assez d'efforts. En ce deuxième semestre-là, il faut se mettre en mode GL. En mode GL, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément tout comprendre, ce n'est pas ce qu'on attend de vous, mais que vous allez fournir plus d'efforts au moins. Essayez de faire le maximum possible. Ce qui est sûr, si on finit cette année, vous devez normalement avoir les bases nécessaires pour commencer un L3G. Dans de grâce, essayez de faire plus d'efforts. Si vous ne comprenez pas les choses, posez des questions. Parce que moi, ce que je constate sur vous ici, c'est que nous, on fait des cours en présentiel. Et beaucoup de gens ne posent pas de questions. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne posent pas de questions, il y a des gens qui posent des questions, mais je remarque que beaucoup de gens ne posent pas de questions et ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on amène des devoirs, je constate vraiment que vous ne comprenez pas les choses. Or, vous aurez pu poser des questions pendant qu'on fait les cours ou bien qu'on faisait les cours. Ça nous permet, nous les profs, de revenir sur ces notions-là. C'est important. Quelles que soient les choses, ne pensez pas que voilà, si je ne comprends pas, les gens vont me sous-estimer. Non, si vous ne comprenez pas, c'est normal, on ne comprend pas tous de la même manière. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Moi, par contre, vous connaissez, ce que je n'aime pas, c'est de dire que je n'ai rien compris de tout. Ça n'a pas de sens. Si on fait un cours de 2 heures, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu me dis clairement que voilà, je ne comprends pas tel point, tel point. Moi, il n'y a pas de problème, je vais revenir dessus. Donc, prenez cette habitude-là en tout cas. Maintenant, ici, je vais créer une classe. Et donc, je fais clic droit. Alors, je refais ce que je fais tout à l'heure. Clic droit, New, Java Class. Et là, je mets... Comme d'habitude, il faut respecter un petit peu les principes de base. Lorsqu'on crée souvent des classes, le premier caractère du nom de la classe, d'habitude, on le met en majuscule. C'est tout simplement une convention. Donc ici, je dis personne. Mais on peut le mettre en minuscule, ça marche, mais ce qui est recommandé, c'est que vous mettez le premier caractère en majuscule. Alors, lorsqu'on crée une classe comme ça, vous allez voir quelque chose comme ça. Alors, si je crée cette classe-là, je pense que tout le monde arrive à voir normalement. Voilà. Ceux qui n'arrivent pas à voir, vous pouvez vous avancer. Donc ici, vous voyez public, classe, personne.
Alors, après, on va revenir sur le mot public, etc., toutes ces choses-là. Mais l'idée, c'est quoi? C'est classe personne. Si vous voulez, je peux mettre ici juste classe personne, ça ne change rien du tout. C'est bon, mais après, je vais vous expliquer le pourquoi public. Alors, je mets d'abord public ici. Maintenant, une fois qu'on veut créer une classe, on va mettre le mot-clé classe, on va mettre le nom de la classe. Et ici, vous savez, première des choses, propriété. Ici, méthode. Voilà. Maintenant, propriété. On veut quoi? On veut ce qu'on appelle une personne qui va avoir comme nom, comme propriété, nom, prénom, âge. Il est très important de comprendre que pour ce qu'on appelle des classes, les propriétés auront ce qu'on appelle des portées. Il y a ce qu'on appelle la portée. La portée, c'est soit public, c'est-à-dire les restrictions là, private, ou bien protected. Protected. Ça, c'est ce qu'on appelle les portées que nous, on va voir concernant les attributs. Donc, un attribut peut être en public ou bien privé ou bien protégé. Alors, un attribut qui est public, c'est un attribut qui peut être quelque chose où on peut y accéder depuis l'instance de ce qu'on appelle notre classe. Donc, lorsqu'on crée une classe, on peut accéder directement à l'attribut, si l'attribut est en public. Un attribut qui est en mode privé, c'est un attribut qui n'est visible qu'à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire entre les accolades qui se trouvent là. Et fermante, où est-ce que j'ai mis l'accolade fermante? Voilà. Donc, un attribut qui sera privé ne sera visible uniquement ici. C'est-à-dire, si vous créez un objet qu'on appelle une instance de la classe, vous ne pouvez pas accéder directement à l'attribut. Raison pour laquelle on parle d'accesseurs et de mutateurs, c'est-à-dire les getters et les setters qui vous permettent d'accéder aux attributs qui sont privés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le mode protégé, qui est protected. Un attribut protégé, c'est un attribut où on ne peut pas y accéder depuis l'instance de la classe. C'est-à-dire, si on crée un objet, on ne peut pas y accéder directement. Mais ça nous permet de dire quoi? Si on a un attribut, l'attribut peut être accédé ou bien on peut y accéder lorsqu'on est à l'intérieur de la classe, mais que si il y a des classes qui sont des classes filles, ces classes-là pourront hériter ou bien y accéder à ces attributs-là. Donc, je fais les exemples rapidement pour qu'on puisse bien comprendre. Pour créer, on va commencer par public. On va mettre public nom. Et le nom, c'est une chaîne. Ici, on va utiliser les strings comme les chaînes de caractères. Alors, c'est un objet et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de fonctions qui s'appliquent sur cet objet string. Donc, je mets public nom. Donc, si je crée une variable ou bien une propriété, comme par exemple nom, en mode public, j'ai la possibilité de faire ceci. Donc, tout ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que si je fais ça, ici, je peux y accéder. Déjà, pour créer un objet, si vous créez une classe, pour créer un objet, c'est-à-dire l'instance de la classe personne, on va faire quoi? Comme ce que recommande Java, on va d'abord, pour créer des variables, le type, ensuite le nom de variable. Je mets par exemple P. Je veux que P soit de type classe personne, donc je mets personne P. Et là, je suis en train de construire un objet. On construit des objets en utilisant le mot-clé new. Donc new, personne. Et voilà. Donc ça veut dire que là, je viens de créer ce qu'on appelle une instance de la personne. Donc personne P égale new personne. Ça veut dire que je viens de créer une personne. Et ça, on va en parler tout à l'heure de ce qu'on appelle plus tard le constructeur. Et donc, si je construis une personne P, P est ce qu'on appelle un objet, une personne réelle. Mais par contre, personne ici, c'est ce qu'on appelle une famille de personnes. C'est-à-dire que la classe est une famille d'objets. C'est bon? Une classe est une famille d'objets et une instance est tout simplement un objet. Donc, un objet est considéré comme une instance. Donc, P est un objet, c'est-à-dire une instance de notre classe personne. Maintenant, étant donné que l'attribut nom, je veux dire, est en mode public, ce qui se passe, c'est que je peux y accéder en faisant P.nom, moi, et je mets job. Comme ça. Si un attribut est en mode public, on peut y accéder directement depuis l'instance, c'est-à-dire l'objet. Si je crée un objet, je fais le nom de l'objet, .nom, et j'ai accès. Alors ici, je peux faire IO.println de nom, ou du moins P.nom. Et si je compile, vous allez voir qu'il va m'afficher, évidemment, job à l'écran. Et voilà, donc ici, ça marche. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas sécurisé. Parce que dans la programmation orientée objet,
on fait en sorte que les attributs puissent être sécurisés. On est bien d'accord? On ne peut pas y accéder directement comme ça pour faire des modifications. Raison pour laquelle, très généralement, les attributs ne sont pas en mode public. Mais comprenez que si on met en mode public, on peut y accéder, c'est-à-dire accéder aux attributs depuis l'instance de ce qu'on appelle l'objet, ou du moins l'instance de notre classe. Donc, voilà, un attribut public peut être accédé comme ça. Mais par contre, comme je l'ai dit, ce qui est recommandé, c'est de pouvoir mettre les attributs en mode protégé, c'est-à-dire privé du moins. Les attributs qui sont en mode privé, si je mets privé ici, string non, il me dit que voilà, il y a une erreur. Alors, quelque chose qui est en mode privé ne pourra pas y être accédé depuis l'objet, c'est-à-dire depuis l'instance. Si je construis une personne, je ne peux pas accéder directement à quelque chose qui est privé. Alors, pour cela, comment est-ce qu'on fait maintenant pour accéder? On va tout simplement faire ce qu'on appelle, on va tout simplement mettre en place ce qu'on appelle des getters et des setters pour nous permettre d'accéder à ce nom-là. Et pour mettre en place des getters, donc parmi les méthodes, il y a ce qu'on appelle les accesseurs qu'on appelle les getters. Et un getter, c'est une fonction qui fait quoi? Qui retourne tout simplement le contenu de notre propriété. Donc une fonction qui retourne quelque chose. Et par exemple, si je crée un getter de nom, c'est une fonction qui va retourner quelque chose qui correspond au type du nom. C'est-à-dire qui retourne ce qu'on appelle un string. Et les getters et les setters sont des fonctions qui sont en mode public. C'est-à-dire quoi? Nous, on aimerait accéder aux getters. Obligé. Lorsqu'on construit ce qu'on appelle un objet, les getters et les setters peuvent être accédés. Donc, du coup, obligé de faire en sorte que les getters soient en mode public. Dans les fonctions, on peut avoir des fonctions qui sont en mode privé, je veux dire. On peut avoir des fonctions qui sont privées, on peut avoir des fonctions qui sont publiques. Mais les getters, les setters sont obligatoirement en public. Donc ici, on met public et on va dire quoi? String. Et la convention, comme d'hab, c'est get nom. Donc vous mettez get, ensuite le nom de la propriété, premier caractère en majuscule. Ça ne prend aucun paramètre, cependant, ça retourne le contenu de l'information, c'est-à-dire la valeur de la propriété. Donc c'est ça un getter. Un getter, c'est une fonction qui retourne quelque chose, qui correspond au type de ce qu'on appelle l'information qu'on retourne. On fait un get nom. Nom est de type chaîne. Donc ici le getter retourne bien une chaîne. Et aussi, il y a ce qu'on appelle dans les méthodes les accesseurs. Les accesseurs et les mutateurs. Alors, mutateur, je pense à ce que comme ça, ou bien int quelque chose comme ça. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle setter. C'est ce qu'on appelle les setters. Les setters sont des fonctions qui ne retournent rien. Ça veut dire que de type void. C'est-à-dire, c'est toujours en mode public, mais qui ne retourne rien. Parce qu'un setter ne retourne pas quelque chose, mais ça modifie quelque chose. Et donc, même principe, on met set et puis on met le nom de l'attribut. Par contre, pour les setters, eux, ils vont prendre en paramètre l'information. Un get retourne le contenu, un set modifie le contenu. Maintenant, quand on veut modifier le nom, il faut lui envoyer quelque chose qui correspond au type de nom, c'est-à-dire une chaîne. Maintenant, ici, je peux mettre n comme ça, et ici, je dis nom égale n. Alors ça, c'est possible, c'est bon? Parce que le nom de la variable ici est différent du nom de la propriété. Mais on peut avoir ici nom comme ça. Mais par contre, si vous mettez ici nom comme ça, il y aura un souci. Parce qu'il ne pourra pas faire la différence entre nom qui est la propriété et le nom qui est passé en paramètre là. C'est la raison pour laquelle souvent vous voyez ici, on met le même nom ici au setter, le même nom de la propriété. Qu'est-ce qui se passe? Juste before, ici, on met this.nom. This.nom pour marquer tout simplement et dire que ce nom, c'est le nom là. Ce nom, c'est le nom qui fait référence à cette classe-là, la propriété de cette classe. C'est bon? Et puis ce nom, c'est le nom qui est en paramètre là. Et là, ça marque la différence. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre ce this-là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez nom ici, mais ici, cette information, vous changez, vous mettez par exemple nom. Et il saura que voilà, nom, c'est bien le nom de la propriété et non, c'est bien l'information qui est passée en paramètre. Et ça vous permet de comprendre. Donc, le this fait référence à la classe elle-même.
Maintenant, prenons les bonnes habitudes. Donc, je mets ici non, ici, je mets 6.non. Voilà, voici ce qu'on appelle un setter. Maintenant, donc, lorsqu'on a un attribut privé, qu'est-ce qui se passe? On a mis en place un getter et un setter. Donc, si on construit l'objet, qu'est-ce qu'on fait? P.setNom pour modifier le nom. On va mettre bas. Et maintenant, si je vais afficher le nom, qu'est-ce que je fais? Un P.getNom. Comme ça. Et voilà. Donc, du coup, ici, c'est important. On arrive bien à accéder à ce qu'on appelle à l'information qui est envoyée. Voilà, donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut, ou bien c'est des méthodes qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle une classe. Dans une classe, on peut avoir des getters et des setters, mais ce n'est pas les seules méthodes qui peuvent se trouver dans une classe. Alors, dans une classe, il y a ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle constructeur. Bon, généralement, ils sont deux. Il y a ce qu'on appelle constructeur par défaut. Si on ne met rien du tout, il y a un constructeur qui existe par défaut. Il y a aussi ce qu'on appelle un constructeur avec argument. Alors, un constructeur, c'est une méthode qui n'a pas de type de retour, mais qui porte le même nom que la classe elle-même. Alors, ici, si je vais créer une méthode qui porte le même nom de la classe s'appelle comment? Personne. Donc, je mets personne et je mets comme ça, et ici, voilà. Comme ça, bon, en général, on peut mettre aussi public. Ça ne fait pas grand-chose, du moins, ça ne fait pas, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on met ici public, mais on ne met pas un type de retour, on met personne et on met parenthèse. Le constructeur par défaut, c'est ce qu'on appelle le constructeur, une fonction qui porte le même nom et dans les parenthèses, il n'y a rien du tout. C'est ce qu'on appelle un constructeur par défaut. Mais il y a ce qu'on appelle un constructeur avec argument. Donc ici, je vais commenter. Après, je vais effacer les commentaires. Constructeur par défaut. Il y a ce qu'on appelle un constructeur avec, oui, argument. Entre parenthèses, argument. Ça peut avoir un ou bien plusieurs. Oui, entre. Alors, donc je vais mettre public, personne. Bonjour madame. Oui. Peut-être ils se sont déplacés. Essayez de vérifier dans les autres, ça marche. Alors, personne. Et ici, donc, entre arguments, je vais mettre ce qu'on appelle des propriétés ou bien des informations, des valeurs, des arguments. Je vais mettre par exemple string, non, comme ça. Voilà, donc, voici la différence entre un constructeur par défaut et un constructeur avec argument. Un constructeur par défaut, c'est un constructeur, une fonction qui porte le même nom de la classe et qui, dans les parenthèses, il n'y a rien. Et un constructeur avec argument, c'est une fonction qui porte également le même nom, mais que ici, dans les paramètres, il y a au moins un argument. Je dis bien au moins un argument. Et on appelle ça constructeur avec argument. C'est bon? Mais non, évidemment, si on envoie un élément à un constructeur, c'est pour que l'élément, on puisse le mettre dans quelque chose. En fait, les constructeurs à argument servent à initialiser notre objet. Parce que, suivez bien, lorsqu'on crée ici une personne, à cet instant-là, personne n'a aucune information. Je veux dire, on a construit une personne sans lui fournir quelque chose. C'est-à-dire que la personne n'a pas de nom, n'a pas de prénom, n'a pas d'âge. On est bien d'accord? C'est ici, lorsque je fais set nom, que je renseigne le nom. Mais lorsqu'on est sur cette ligne-là, lorsque je construis la personne, P n'a aucune information. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, ni l'âge. C'est bon? Et voilà. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on fait déjà appel à ça, ce qui se passe, c'est que quand on fait ni ou personne, entre parenthèses, en réalité, cette fonction-là, c'est la fonction qui permet d'initialiser l'objet. Le constructeur, en réalité, c'est celui-là qui est appelé lorsqu'on fait new personne. Donc, lorsque vous faites new personne, il fait appel au constructeur. Et quand on met là-bas, new personne, parenthèse vide, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, ça veut dire ce constructeur-là. Et je répète, s'il n'y a pas de constructeur, le constructeur par défaut existe, mais ce n'est pas visible. Mais si vous écrivez le constructeur
C'est la même chose. Mais toutefois, si vous écrivez uniquement le constructeur avec argument, le constructeur par défaut disparaît. C'est important. Donc, c'est-à-dire que si je mets un constructeur avec argument, là, je suis obligé de mettre le constructeur par défaut. Sinon, si je ne mets pas le constructeur par défaut, alors je ne peux pas construire sans passer un argument. C'est ce que cela veut dire. Quand on dit construire, c'est ça qu'on appelle construire un objet. Si je fais new personne, je suis en train de construire un objet. Et en faisant la construction, il fait appel au constructeur. On va utiliser des termes qui vous permettent de mieux comprendre. Lorsqu'on fait new personne, on est en train de construire une personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait appel au constructeur qui se trouve dans personne. Maintenant, si dans personne, on n'a aucun constructeur, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a aucun constructeur ici, ce qui se passe, c'est que lui, la classe, met déjà ce qu'on appelle un constructeur par défaut. Mais si vous mettez le constructeur avec argument, il fait disparaître le constructeur par défaut. Maintenant, pour que le constructeur par défaut existe, si vous mettez un constructeur avec argument, vous êtes obligé de mettre également le constructeur par défaut. Ce qui veut dire quoi? Que là, je peux construire avec ce constructeur, mais que je peux construire avec ce constructeur. C'est ce que cela veut dire. Et ce qui se passe, c'est que si je construis comme ça, sans passer quelque chose en paramètre, il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans la personne, ici, la classe, il y a un constructeur sans argument. Donc, par conséquent, on peut construire une personne sans passer quelque chose en argument. Mais je répète, si je venais à enlever manuellement maintenant ce constructeur par défaut et que à l'intérieur de la classe, il y a un constructeur avec argument, seulement ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne pourrai plus dire quoi? Je vais faire appel au constructeur par défaut parce que ça n'existe plus. Donc, si je veux construire, il faut maintenant passer l'information. Et là, vous voyez que là, ici, il me dit que voilà, en fait, moi, j'ai un constructeur avec argument qui prend un nom. C'est ce qu'il est en train de me dire. Donc, ce qui se passe, c'est que là, si je construis, je suis obligé de lui passer une chaîne de caractères. En fait, ça correspond tout simplement à ce qu'on demande comme argument ici, une chaîne de caractères. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre sur les constructeurs. Mais j'étais en train de dire que construire avec argument, comme là, ça veut dire quoi? Ça nous permet tout simplement d'initialiser l'objet. Ça veut dire que si je passe le nom lors de la construction, qu'est-ce que je fais? This.nom, moi, non. On a l'habitude de créer des variables sans donner des valeurs initiales, mais vous avez aussi l'habitude de créer des variables en donnant des valeurs initiales. La différence, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ici, si par exemple je vais créer un entier, je peux faire int a et ensuite je dis a est égal 2. C'est bon jusque-là? Et là, ici, ça veut dire quoi? Chez nous tout à l'heure, je vais mettre le constructeur, je vais mettre ce constructeur avec sans argument. Voilà, suivez bien maintenant pour bien comprendre la différence. Ici, je peux faire ceci. Voilà, regardez bien. Donc, si je fais int a, comme ça, c'est comme si je fais personne p égale new personne sans passer argument, avec un constructeur par défaut. Donc, je crée une variable qui n'a pas de valeur. Je crée une variable qui n'a pas de valeur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux lui donner une valeur, comme ici, je peux donner une valeur à la propriété. Mais, on a la possibilité de dire quoi? Au lieu de int a comme ça, on peut dire int b égale 3. Donc, je crée directement une variable avec une valeur initiale. Et ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que chez nous, pour les classes, c'est quand tu fais une construction, par exemple, P2 égale new personne. Et là, je lui passe ici tiam, comme ça. Et donc, du coup, dès que je construis, je lui fournis automatiquement les valeurs initiales, les valeurs de base. C'est ça, en fait, le sens du constructeur avec argument. C'est-à-dire un constructeur qui permet de construire avec des valeurs initiales. C'est juste la différence entre ces deux fonctions-là. Mais comprenez que lorsque vous faites new personne ou bien new votre classe, vous faites appel au constructeur. Et dans votre classe,
si vous avez un constructeur avec argument, soit vous définissez ce constructeur sans argument. Si vous ne le définissez pas, vous êtes obligé de dire quoi? Si vous voulez construire, il faut forcément passer les arguments. Voilà, donc le rôle du constructeur, c'est de pouvoir tout simplement construire votre objet en réservant de l'espace pour pouvoir gérer ce qu'on appelle les variables, les propriétés, toutes ces choses-là. Oui, vas-y. Ah non, 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 attention. On peut mettre des sets parce que tu peux construire une personne, mais que par après, tu veux modifier. Quand tu veux modifier, tu ne fais pas appel au constructeur. Attention, le rôle des sets, ce n'est pas d'initialiser. Le rôle des sets, c'est de pouvoir modifier à n'importe quel moment. C'est bon? Donc, je peux construire une personne en donnant des valeurs et après, je vois qu'il y a S qui manque dans le nom. Alors, il faut que je modifie. Je ne vais pas encore reconstruire l'objet. Je fais juste appel à set pour modifier le nom qui n'est pas conforme. Tu vois un peu le truc? Dans le set et les getters sont obligatoires. C'est bon? Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les constructeurs avec argument qu'il faut faire disparaître les setters. Voilà, donc ici, parfait. Jusque-là, c'est bon. On comprend un petit peu la différence entre ces fonctions. Et voilà, on a les constructeurs, on a ce qu'on appelle ces choses. Alors, vous allez me dire que, mais monsieur, mais ça, c'est beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous. En fait, en développement, on ne passe pas trop de temps, ni même 2 minutes dans tout ce qu'on vient de faire là, ni même 30 secondes. Pour les classes, les choses là, on ne passe pas du tout. C'est pas là-bas qu'on ne nous attend pas à ce niveau-là. On nous attend beaucoup plus sur les traitements, les logiques métiers qu'on vous attend. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces logiciels nous donnent souvent des possibilités rapides pour pouvoir gérer toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je crée ce qu'on appelle, voilà, je crée tout simplement ce qu'on appelle mes informations ici. Comme par exemple, je viens de créer une classe avec une propriété non. J'ai la possibilité de faire clic droit et de faire generate. Clic droit, generate. Bonjour. Et si je fais generate, il me dit je peux générer beaucoup de choses automatiquement, sans les faire forcément manuellement. Mais il fallait comprendre d'abord les choses qu'on va générer là. On a vu comment est-ce qu'on peut le faire manuellement pour que vous compreniez. Mais on peut le faire pour aller vite. Je mets tous mes attributs et je fais juste get setter et je fais setter non. Automatiquement, il me génère ces deux informations. Le get et puis le set. Mais toutes ces choses-là, vous pouvez le faire manuellement. C'est bon? Il m'a généré. Et je peux faire la même chose. Clic droit, generate, constructeur. Alors, si je fais OK, il va me générer un constructeur avec un argument. C'est bon? Si vous voulez générer un constructeur sans argument, vous faites clic droit, generate. Et là, vous faites constructeur et vous faites select none, ça veut dire qu'on ne sélecte aucune propriété. Donc, il va générer le constructeur comme ça. Toutes ces choses en génère. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, votre classe est disponible. Dès que vous mettez vos propriétés, clic droit, générer tel, etc. C'est bon? Mais vous devez comprendre chaque chose qui se passe là, dans la mesure où on vous met par exemple sur un IDE où vous n'avez pas la possibilité de générer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez écrire vos getters, vos setters, vos constructeurs. C'est bon jusque là? Voilà maintenant, donc, je vais effacer tout ce qu'on a fait. Je vais mettre d'abord les 2 autres propriétés qui nous restent, c'est-à-dire private, string, prénom, et puis private, int, h. Et ensuite, on peut générer maintenant les informations. Clic droit, generate, getter et setter. Et là, je peux sélectionner les 3. Il va me générer les getters et les setters des 3, comme vous le voyez. Et ensuite, même chose. Clic droit, generate, constructeur. Alors, je vais générer un constructeur sans argument, select none. Et ensuite, clic droit, generate, constructeur. Alors, clic droit, generate, constructeur. Voilà, avec argument. Ok, parfait. Alors, lorsqu'il dit one relate problem, il parle du fait qu'on a utilisé là-bas domaine, mais pas de la bonne manière. Alors ici, on peut venir effacer celui-là. Voilà.
Parfait. Et donc, voici, on vient de construire, de créer ce qu'on appelle notre classe et on vient de comprendre tout ce qui se passe là. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant, il y a ce qu'on appelle des fonctions qu'on peut créer. Alors, ici, par exemple, je peux créer pour une personne, bon, après, on va prendre l'exemple là, lorsqu'on sera sur un autre objet, parce que personne, c'est un peu limité. Maintenant, on va directement parler de ce qu'on appelle héritage. C'est bon? On va parler de ce qu'on appelle l'héritage. En fait, je voulais vous montrer ce que je vous avais expliqué en C++, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle la redéfinition des méthodes. Polymorphisme de méthode. Comment est-ce qu'on peut créer une méthode et on redéfinit la même méthode. Bon, on va prendre directement là. Ce n'est pas quelque chose qui fait référence à la personne, mais je vais faire par exemple public somme. On a une fonction somme par exemple. Voilà. On sait que si on a une fonction somme, ça peut prendre en paramètre deux valeurs, int b. Et là, on va return la somme de a plus b. C'est bon? Je dis, la fonction somme n'a pas forcément d'intérêt par rapport à une personne. Mais c'est d'abord juste pour comprendre le sens de ce qu'on appelle la redéfinition d'une méthode. C'est bon? Voilà, donc, lorsqu'on a une fonction somme comme ça, dans la même classe, on peut avoir une même fonction somme, mais qui peut avoir d'autres éléments. Comme par exemple, je peux dire ici, ça va prendre un troisième paramètre. Et ce n'est pas un problème. On fait ce qu'on appelle une redéfinition de méthode. Donc, on peut faire une somme de 3 valeurs, on peut faire une somme de 2 valeurs, on peut faire une somme, si on veut, on peut lui passer un tableau d'éléments. Toutes ces choses-là. C'est bon? Donc, on peut avoir une fonction qui porte le même nom, ou bien plusieurs fonctions qui portent le même nom, avec ce qu'on appelle des paramètres différents. C'est bon? Et ce qu'on appelle le type de retour qui doit être identique. Là, on est au niveau de ce qu'on appelle polymorphisme en termes de fonction de redéfinition. Redéfinir une même méthode qui peut avoir un comportement ici et qui peut avoir un autre comportement ici. Ça, c'est possible de faire avec ce qu'on appelle des classes. Ce que vous ne faisiez pas en C. En C, c'était un peu plus compliqué de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et on vous dit, on ne doit pas avoir deux fonctions qui portent le même nom. Pourtant, ici, même chose. Maintenant, plus tard, vous voyez qu'on pourra faire quelque chose comme ça. Et ici, on peut faire tout simplement ça. Alors ici, c'est aussi possible. C'est-à-dire qu'on a une fonction somme qui peut retourner quelque chose. Et on a une fonction somme qui peut ne pas retourner quelque chose. Et ça, normalement, lorsque vous mettez en place la fonction main de langage C, vous pouvez mettre, pas seulement langage C, souvent vous mettez ici void, souvent vous pouvez mettre int, ça marche. Parce que main est défini comme ça. Main est une fonction où vous pouvez, ou du moins vous devez juste comprendre que c'est une fonction qui est définie plusieurs fois. Ce qui fait que voilà, quel que soit le type que vous mettez ici, int, que vous mettez void, que vous mettez souvent en langage C, je dis bien, vous allez avoir un petit peu, il n'y aurait pas de problème. Bon, ici, il nous demande de faire quoi? Un return 0, comme ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a ce qu'on appelle le polymorphisme de méthode, ou du moins par définition. Voilà, mais on reviendra un peu plus dessus, sur ces fonctions-là. Mais comprenez qu'on peut avoir une fonction qui porte le même nom, avec les mêmes, du moins avec un comportement différent. Et ça fait partie de ce qu'on appelle polymorphisme. Ça veut dire que quelque chose qui peut avoir un comportement après un autre comportement. Maintenant, revenons sur ce qu'on appelle l'héritage. Supposons qu'on a une classe qu'on appelle étudiant. Toujours une classe. Ok, pour qu'une classe étudiant, on suppose qu'une classe étudiant aura un private string matricule. Voilà. Pour que la classe étudiant hérite de personnes, on va utiliser ce qu'on appelle un mot-clé extend. Extend pour faire l'héritage. Après implement si on veut implémenter une interface. Donc extend, c'est extend comme ça et ensuite le nom de la classe. Donc si je fais étudiant extend personne, ça veut dire quoi? Étudiant est la classe fille et elle étant la classe personne. Alors, en Python, par exemple,
il y a une possibilité d'étendre plusieurs classes. Une classe peut étendre, il y a ce qu'on appelle l'héritage multiple en Python. Mais en Java, il n'y a pas d'héritage multiple. C'est-à-dire que je ne peux pas dire étudiant hérite de personnes et d'autres classes. En Java, on ne peut que hériter d'une seule classe. Mais plus tard, lorsqu'on parlera des interfaces, on peut voir qu'on peut implémenter plusieurs interfaces. Mais en ce qui concerne classe, arc, classe, héritage externe, il n'y a pas d'héritage multiple en Java. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant, donc, ici, si je fais étudiant externe personne, ça veut dire que étudiant hérite de personne. Attention, étudiant hérite de personne, ça ne veut pas dire que étudiant hérite les choses qui sont privées. Les choses qui sont privées, je vous avais dit, les choses privées ont une limite à l'intérieur de la classe elle-même, c'est-à-dire entre les crochets et les crochets. C'est ici, dans cet intervalle, que les choses privées se trouvent. La preuve, c'est-à-dire, par exemple, si je veux afficher, par exemple, le nom, je ne peux pas dire, supposons que je crée une fonction, publique, et je vais dire void affiche étudiant. Bon, après, je vais vous montrer, il y a une fonction toString qui est utilisée souvent pour afficher les données d'une classe ici en Java. Une fonction qu'on appelle toString que vous pouvez générer plus tard. Alors, donc, supposons que je crée une fonction affiche étudiant. Et donc, normalement, on se dit, si étudiant hérite de personne, ça veut dire que étudiant a ces informations de personne. Nom, prénom, âge. Normalement. C'est bon? Donc, du coup, on peut se dire, je peux faire un IEO ou bien je vous système out.println et là, de nom, comme ça. Alors, si je mets nom, il me dit, il y a un problème. Parce que là, il n'hérite pas le nom, parce que le nom, il est en mode privé. Mais comme il est en mode privé, on a mis en place ce qu'on appelle une fonction qu'on appelle getter. Ce qui veut dire quoi? Je peux accéder à ce qu'on appelle le getter. Par exemple, je fais get nom. Il a accès à ce getter parce que le getter, il est en public. C'est bon? Et ça peut afficher. Alors, la preuve, c'est quoi? Si je suis dans main ici et que j'efface tout et que je mets étudiant E égale new étudiant, j'ai la possibilité de faire E.affiche étudiant. Et si je lance, alors, si je construis un étudiant, il y a un problème. Parce que ici, quand je construis l'étudiant, à aucun moment le nom a une information. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste faire d'abord un étudiant.set nom. Si je veux avoir le nom, quoi, je vais mettre Mousta. Voilà. Et voilà, si je fais ça, vous allez voir que affiche étudiant va bien sûr afficher étudiant, l'étudiant Mousta. C'est bon? Mais ce que vous voyez bien, c'est qu'il a accès, étudiant a accès à get nom, mais n'a pas accès directement à nom. C'est bon? Parce que le nom est en privé. Nom ici est en privé. C'est ce que je vous disais. Nom privé, ça veut dire que ça ne fait que partie du crochet ouvrant et fermant de la classe personne. En dehors, on ne peut pas y accéder. Mais non, dans ce qu'on appelle l'héritage, si on veut que les noms, les attributs, les propriétés de la classe mère, que la classe fille hérite de ces attributs directement, ce qui se passe, c'est que ces attributs doivent être en mode protégé, c'est-à-dire protected. Et si je mets protégé, ça ne change en rien tout ce qui se trouve ici. Mais ici, on n'est pas obligé de passer par get non pour accéder à l'attribut. Si on hérite de personnes, on peut avoir les attributs aussi. Puisque eux là-bas, les attributs, les propriétés sont en mode protégé. Donc, je peux y accéder directement ici. Ce qui fait que si je relance ce programme, il n'y aura aucun problème. Il va m'afficher à nouveau Mousta. Et donc, c'est important dans l'héritage de dire quoi? Les attributs qui se trouvent là-bas dans ce qu'on appelle la classe mère, soit aussi dans la classe fille, ou du moins qu'on puisse y accéder. Pour faire cela, on met tout simplement les propriétés de la classe mère en mode protégé, protected. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle l'héritage. Et lorsqu'on fait l'héritage, on utilise le mot-clé extend. Alors, l'héritage
j'ai vu dans votre groupe, j'ai vu qui Abdallah vous a envoyé par exemple ce qu'on appelle un lien. Je pense que ça parlait de solide. C'est bon? Ça, ce sont des principes qu'on utilise en programmation. Et en général, ce qu'on est en train de faire en ce qui concerne l'héritage là, ça respecte ou du moins ça nous permet de gérer d'une manière basique, je dis bien, parce qu'il y a une manière un peu plus avancée, de ce qu'on appelle le open close, c'est-à-dire dans le solide S, il y a le O, S-O, solide. Le O qu'on appelle open close, c'est-à-dire une possibilité de dire quoi? Que quelque chose qui sera ouvert à l'extension et fermé à la modification. Ça veut dire que les propriétés qu'on met dans le nom, ici, quand on fait étudiant hérite de personne, il va avoir ces propriétés, mais qu'on peut ajouter d'autres propriétés sur étudiant, sans pour autant modifier les propriétés qui se trouvent dans personne. Ça veut dire que si je veux quelqu'un, oui, mais une personne qui va avoir les adresses mail, etc., et que l'étudiant n'a pas besoin des adresses mail, dans personne, on garde tout ce que les étudiants, les autres là vont avoir, mais on va créer une classe qui va hériter d'abord de tout ce qui se trouve dans ce qu'on appelle personne, mais qui peut ajouter d'autres éléments pour qu'il puisse maintenant être plus complet. Et ça respecte du moins d'une manière basique ce qu'on appelle le principe de open close, c'est-à-dire ouvert à la modification ou ouvert du moins à l'extension. Ouvert à l'extension d'une manière plus simple, c'est-à-dire que lorsqu'on étend, on peut ajouter quelque chose et fermé à la modification, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir modifier les informations ici. Si par exemple on veut construire un professeur, alors ce qui se trouve dans personne, on ne change pas. On sait qu'un professeur aura ça. Mais par contre, on sait qu'un professeur n'aura pas forcément le matricule, etc. Donc, on va créer une classe personne. Donc, on ne va pas modifier. C'est fermé à la modification. On garde tout ce que personne a, mais on ouvre à l'extension, c'est-à-dire on crée un objet professeur qui va hériter de personne sans modifier les choses qui se trouvent dans personne, mais dans professeur, on ajoute d'autres éléments. Et c'est pourquoi on parle de fermer à la modification, mais ouvert à l'extension. Et voilà, donc on reviendra un peu plus dessus sur ces principes-là. Donc supposons qu'on veut créer un professeur, on fait prof. Voilà, ici, si je viens là, je mets pour un professeur, on va mettre private salaire. On met par exemple double, et ici, on va mettre double comme ça. On va mettre salaire. Salaire. Bon, on n'a pas encore créé ce qu'on appelle des getters, des setters pour étudiants. Et on va faire étant personne. Et voilà, ici, on a la possibilité de créer un getter et un setter. Getter and setter. Voilà, alors étudiant aussi, on peut faire ici un getter. Getter and setter. Et voilà, parfait. Bon, là tout à l'heure, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait accéder à ces éléments en créant une fonction affichée. Mais en réalité, il y a une fonction qui permet d'afficher les informations d'une classe. Alors ici, par exemple, lorsqu'on est dans une personne, on est dans ce qu'on appelle la classe personne, on peut créer une fonction toString. Oui, on peut créer une fonction toString qui permet d'afficher les données d'une personne, c'est-à-dire le nom, le prénom, etc., toutes ces choses-là. On peut créer une fonction toString. Mais on a la possibilité de générer aussi. Alors ici, on va faire clic droit, on fait générer. Et si vous générez pour une classe, lorsqu'on fait générer, il y a beaucoup de choses. Si vous faites toString, il va vous générer une fonction qui va rendre ces éléments-là. Et voilà, en fait, la fonction toString va retourner la personne avec ces éléments. Maintenant, après, si on veut, on peut dire quoi? Je vais enlever tout ça qui se trouve là. J'ai juste besoin de voilà. Voilà. Donc, toString va me rendre le nom, le prénom sous ce format-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si je construis une personne, j'ai la possibilité d'avoir ces éléments. ToString, c'est une fonction qui sera générée, mais après, on peut redéfinir ce ToString-là dans étudiant pour que ça puisse avoir nom, prénom, âge, mais en plus le matricule. C'est bon? Mais non. Donc, si je mets ici ToString et que je fais E,
E.set âge. Je mets 21 et je mets E.set prénom. Alors, ici, je vais mettre Diop et ici, je vais mettre Moussa. Ici, j'ai la possibilité de faire E.toString. Et si je fais E.toString, alors, on a vu que E.toString retournait une information. Donc, on peut faire juste un système out.println. Et voilà. Et voici le résultat. Il nous affiche ces éléments-là. Mais je suis d'accord avec vous. Si vous me dites, alors monsieur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le matricule? Parce que le toString là, qu'il appelle, ce n'est pas le toString directement qui se trouve dans étudiant, mais c'est celui qui se trouve dans la classe mère, c'est-à-dire qui se trouve dans la classe parent. Mais nous, on a la possibilité de redéfinir ce toString là chez nous, dans étudiant, pour que l'étudiant puisse non seulement afficher le nom, le prénom, etc., mais également qu'il puisse afficher ce qu'on appelle les éléments qui se trouvent dans lui-même. Alors donc ici, on a la possibilité de faire aussi un toString. Donc ici, si je fais generate toString, il va me dire de pouvoir, si je veux, je peux tout générer. Hein. Voilà. Donc si je fais juste générer toString comme ça, il me génère juste le matricule. Maintenant, j'efface. Si je fais generate toString et que je sélectionne tout, il va me générer le toString avec tous les éléments comme ça. Ok, maintenant après on se dit, mais faire comme ça peut-être aussi, c'est pas intéressant parce qu'on a un toString qui se trouve dans la classe mère. Et ici, on refait le toString, mais sauf qu'on écrit comme un élément toutes ces choses. Alors la possibilité, on a d'autres possibilités. Alors donc, je vous ai montré, si vous faites clic droit toString et que vous sélectionnez toutes les propriétés, c'est-à-dire les propriétés de lui-même étudiant et les propriétés de la classe mère, ça vous génère ce que vous voyez. Mais vous avez la possibilité de dire quoi? Bon non, je ne veux pas tout ça, mais je veux quoi? Je voudrais que lui, il me génère des informations qui se trouvent ici, c'est-à-dire le matricule, plus le toString qui se trouve dans le parent. Le toString qui se trouve dans le parent nous donne déjà le nom, le prénom et puis l'âge. Maintenant, ici, on va le prendre et puis le compléter avec le matricule. Donc ici, supposons que je fais un string, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler data, c'est-à-dire les données qui se trouvent là-bas. Et il y a une fonction qu'on appelle, bon, il y a un mot-clé. Le cours que je vous ai partagé, après vous allez voir tout ça. Lorsqu'on est dans ce qu'on appelle un héritage, on a personne étudiant, le mot-clé super fait référence à celui qui se trouve au-dessus. Ça veut dire que la classe mère, le mot-clé super fait référence à la classe mère. Donc si on fait super ici, et quand même ici super point toString, ce qui se passe c'est que là il va nous faire appel de ce qu'on appelle toString qui se trouve dans la classe mère. Le super fait référence à celui qui se trouve être la classe mère. Et donc, si on fait super, on a la possibilité d'accéder à ce qui se trouve là-bas, en haut. Alors, pour que je puisse vous montrer certaines choses, je vais revenir un peu dessus. Bon, je reviendrai un peu plus dessus. Je vais effacer tout ça. Voilà. Et donc, je vais faire d'abord appel à super, qui veut dire classe mère de là où je suis dans étudiant. Donc, je dis super, je fais référence à ce qui se trouve dans la classe mère. Et super permet d'accéder à la classe personne. Et si je fais super, vous voyez tout ce qui se trouve dans la classe personne. toString, prénom, etc. Tout ça. Maintenant, donc, je fais toString. Alors, pourquoi je fais super.toString et je mets dans data? Parce qu'on a vu tout à l'heure que notre toString retournait une chaîne. Donc, on peut recevoir ce résultat dans une variable chaîne de caractères. La preuve. Ici, c'est ça notre toString qui retourne une chaîne de caractères. Et donc, je peux dire quoi? Je reçois le résultat et je complète le résultat. Et en faisant tout simplement return, et là, on peut mettre là-bas, ici, c'est le matricule. Le matricule. Voilà. 2 points plus matricule. Et là, plus
Voilà. Espace. Et là, on fait plus la donnée qui se trouve en haut qu'on a récupérée. Voilà. Maintenant, ici, on va ajouter le matricule. E.7. E.7, matricule. On va mettre M001. Voilà. Et si je fais ça, ce que vous voyez, c'est que là, il a bien fait appel aux éléments qui se trouvent dans la classe parent. Et ensuite, il a complété avec ce qui se trouve dans la classe fille. Alors, lorsqu'on faisait C++, je vous avais montré le toString, comme il se trouve dans le parent. Si ça ne se trouve pas dans étudiant, si on fait appel à toString sur E, il fait appel à toString qui se trouve dans le parent. Maintenant, si on revient, on redéfinit le toString dans la classe étudiant, on a toString parent et on a toString, après je vais vous parler du override là, et on a un toString qui se trouve dans étudiant. Et là, je crée un étudiant. Donc, si je fais appel à toString, il ne va pas faire appel directement à toString qui se trouve dans le parent. Il va faire appel à toString de étudiant. C'est lorsqu'il ne trouve pas le toString dans étudiant, c'est là qu'il remonte pour voir dans la classe mère s'il y avait un toString. Tout à l'heure, on n'avait pas un toString dans étudiant, il faisait appel directement au toString du parent. Mais maintenant, on a un toString dans étudiant, donc il fait d'abord appel à ce toString-là. Et raison pour laquelle on a ce résultat. Et ce résultat, on l'a obtenu en faisant quoi? Récupérer d'abord le toString du super, c'est-à-dire de la classe mère, et on a ajouté à cela les valeurs ou bien les éléments de ce qu'on appelle de la classe étudiant en tant que tel. Et voilà, donc ce sont des informations qu'il faut comprendre. Alors le override permet de pouvoir redéfinir tout simplement des choses. C'est bon? Alors si on ne met pas override, le toString là, ce n'est pas la redéfinition de ce toString. Il y a ce qu'on appelle la redéfinition d'une méthode. Lorsqu'on hérite, on peut modifier le comportement d'une fonction. Donc, c'est-à-dire qu'on a un toString ici et que je suis là, je fais un toString. C'est bon? Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe là? Ce toString-là, ce n'est pas une redéfinition de ce toString-là qui se trouve ici. Mais si je mets un override, CTRL-Z, ce override, ça veut dire que je suis en train de faire une redéfinition de la fonction qui se trouve dans la classe mère. Ça veut dire que je change le comportement de toString. Mais c'est toujours le même toString. Raison pour laquelle il sera obligé de faire appel à ce toString qui se trouve dans la classe enfant parce que l'enfant a redéfini tout simplement la fonction. Donc, override pour redéfinir une fonction afin de lui donner un nouveau comportement. Bon, je pense que lorsqu'on faisait ça en C++, on avait utilisé quelque chose. Vous vous rappelez normalement? Si on avait une fonction dans la classe mère et qu'on veut redéfinir la même fonction dans la classe fille. Ah, vous avez tout oublié. Vous avez oublié un peu. On utilisait virtual, hein? Voilà. Maintenant, donc, revenons ici. C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'héritage. Et donc, le toString, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez vous-même créer votre fonction. Mais bon, ça ne sert à rien de créer manuellement les choses si on peut générer nos toString qui nous donnent le contenu, c'est-à-dire qui nous retourne toutes les informations de nos classes. C'est ça le rôle du toString. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là? Ok, donc, ici, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'héritage, alors on a oublié de faire la même chose pour professeur. Hein. Professeur, on va faire la même chose. toString, et ici même, on copiait juste le toString qui se trouve là. On venait dans professeur et qu'on l'ajoute. Et que ici, au lieu de matricule, c'est salaire. Et ici, c'est salaire. Voilà. Maintenant, ici, j'ai un étudiant. Avant de faire ce que je voulais faire, c'est que ici, vous voyez que là, j'avais un constructeur par défaut et un constructeur avec un argument. C'est bon? Donc, lorsque je fais l'héritage, alors l'héritage ne me force pas à faire quelque chose. Il ne me demande pas forcément de créer un constructeur. C'est bon? Mais non, suivez bien. Donc, qu'est-ce qui se passe si dans personne,
j'enlève le constructeur par défaut. Donc, j'ai un constructeur avec argument et un constructeur par défaut. Donc, si je fais les deux constructeurs et que je fais l'héritage avec étudiant, ce qui se passe, c'est que étudiant, même si on ne crée pas un constructeur, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on n'a pas ajouté un constructeur dans étudiant, mais on peut l'ajouter. Je vous ai dit que lorsqu'on ne met pas, ça veut dire qu'il y a un constructeur par défaut qui existe. C'est bon? Ok, maintenant suivez bien. Si je fais personne, qui est la classe mère, j'enlève la classe, du moins la fonction qu'on appelle constructeur par défaut, et qu'on n'a que le constructeur avec argument, c'est-à-dire seulement ce constructeur, ça veut dire que pour construire plus tard une personne, il faut forcément préciser ces trois informations. C'est bon? Maintenant, voyons l'impact dans l'héritage. C'est très important pour que vous compreniez ces choses. Dans l'héritage, ce qui se passe, c'est quoi? Si je viens dans étudiant, il me dit, attention, il y a un problème. Étudiant hérite de personne. Ça veut dire quoi? Étudiant peut se substituer en personne. Donc, je n'ai pas besoin de créer une personne, mais je peux créer juste un étudiant. Mais comme étudiant, moi, personne, mais que personne, on ne peut pas construire une personne sans fournir les trois informations, il faut dire aux étudiants de dire quoi? Si tu hérites de la personne, tu dois préciser trois informations obligatoires. Comme ce qu'on avait vu lorsqu'on voulait construire une personne. C'est ici le même principe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste générer un constructeur. Alors, on peut le faire manuellement, mais tout comme... Bon, je vais le faire manuellement, mais après, je vais vous montrer comment on génère. On a vu comment est-ce qu'on peut mettre en place un constructeur en mettant public et en mettant le nom de notre classe. C'est bon? Ici, ce qui se passe, c'est que l'étudiant, le constructeur, doit avoir les trois paramètres obligatoires de personne qui hérite, c'est-à-dire le nom, le prénom et puis l'âge. Donc, je vais lui dire int string nom, string prénom, oui, et puis int âge. Mais attention, ce n'est pas encore suffisant. On a bien le constructeur qui reçoit trois arguments, mais trois arguments que personne n'a besoin. Parce que ici, pour construire une personne, pour qu'on puisse avoir une personne, il faut impérativement construire en fournissant trois informations. Et regardez bien ce qui se passe. Donc, comme on n'a que le constructeur avec argument là-bas, dans personne, si l'étudiant hérite de personne, l'étudiant doit fournir les arguments de personne. Maintenant, ça veut dire que lorsqu'on veut construire un étudiant, on va obligatoirement fournir ces trois informations et qu'à son tour, l'étudiant doit fournir ces informations à personne. Et tout à l'heure, on avait vu qu'il y a ce qu'on appelle une, ou du moins un mot-clé qui s'appelle super, qui fait référence à ce qu'on appelle le parent. Et donc, on fait appel à ce super-là. Et on lui envoie nom, prénom, acte, H. Et voilà. Et donc, si on fait ça, ici, c'est bon. C'est comme ça que vous devez faire si vous n'avez qu'un constructeur avec argument dans la classe parent. Alors, ce qu'il dit ici, ce n'est pas ici par rapport à ça, mais c'est par rapport à professeur. Parce que professeur aussi, on devait faire la même chose. Alors, ici, je copie juste ça. Je viens dans professeur. Professeur aussi, s'il hérite, il doit avoir un constructeur qui passe des éléments. Et ça ne s'appelle pas étudiant, mais ça s'appelle professeur. Et voilà, on n'a plus ce problème-là. Et voilà, donc, c'est ça qu'il faut comprendre en réalité. Alors, il nous dit maintenant que le problème se trouve dans main. Dans main, on construit en fournissant trois paramètres, deux chaînes, nom, prénom et un entier. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Lorsque le parent impose un constructeur avec argument, les classes filles, pour les créer, il faut forcément un constructeur qui envoie les paramètres obligatoires pour le constructeur avec argument de la classe mère. La classe mère avec ce qu'on appelle un constructeur et seulement ce constructeur avec argument. Donc, toutes les classes filles, lorsque vous voulez les créer, vous devez impérativement passer ces trois informations. Mais concrètement, comment? Donc, dans un constructeur. Donc, je ne peux pas construire un étudiant sans fournir ces informations-là. Et donc, ça veut dire que celui-là n'aura pas un constructeur par défaut, l'étudiant. Je veux dire, si le parent
n'a pas de constructeur par défaut et qu'il a uniquement les constructeurs avec argument, on ne peut pas dire que la fille est un constructeur par défaut. C'est très important que vous compreniez ça. Si le parent n'a qu'un constructeur avec argument, les filles aussi n'auront que un constructeur avec argument. Ils n'auront pas, ou du moins, elles n'auront pas un constructeur par défaut. Ce n'est pas possible. Parce que le parent impose qu'il faut passer les arguments. Et donc, du coup, les filles vont respecter cela. Et comment est-ce que la fille envoie les éléments aux parents en faisant appel à super? Dans super, parenthèse fait appel au constructeur. Mais c'est juste le mot-clé super. Donc, super permet d'accéder aux éléments de parents, mais pour appeler la fonction qu'on appelle constructeur du parent, vous faites super entre parenthèses. C'est bon jusque-là? Et voilà. Et ceci est bon. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est le polymorphisme ici. Si par exemple, on a un étudiant et on a un professeur, P égale new professeur. Alors, on va fournir les trois informations également. On va mettre un professeur qui a 28. On va mettre Lo Moussa. Et ici, on va mettre Ba Aminata. Aminata. Voilà. On essaye les toString d'abord pour voir est-ce que les toString marchent. Et c'est E. Alors, voyez quelque chose. Regardez ce qui se passe. Regardez bien. Pour les objets que vous allez créer, comme E, P, je suis d'accord que vous voyez, si je fais io.println ou bien systemout.println de E, normalement, ça n'a pas de sens. C'est comme si on voulait afficher l'objet directement. C'est une classe. Vous voyez, normalement, ce n'est pas possible. On devait afficher soit le nom, le prénom, ou bien faire appel à toString. C'est bon? Mais ce qui est bien, c'est que le toString, lorsqu'on utilise println ou bien on veut afficher un objet, il va chercher si l'objet a toString. Automatiquement. Comme lorsqu'on passe un objet E comme ça, il va chercher si l'objet a toString. Si l'objet n'a pas toString, vous ne pouvez pas afficher l'objet, println l'objet directement comme ça. Donc si je fais println, j'affiche systemout.println et je fais un objet, une classe comme ça, E ou bien P, lui, il sait que on veut afficher l'objet. Mais la fonction que lui, il va chercher, c'est toString. Si ça n'existe pas, ça, ce n'est pas possible. C'est bon? Ça veut dire que vous devez manuellement faire ce que, si par exemple, on avait appelé la fonction affiche étudiant, il ne va pas faire appel directement à affiche étudiant. Attention. C'est parce qu'on a appelé toString que là, ceci est possible. Mais si on avait changé le nom de toString par affiché étudiant ou bien affiché personne, ici, il faut faire E point, le nom affiché. Comme par exemple, E point toString, c'est la même chose que E. Mais ce n'est pas la même chose que E point affiché personne. C'est bon? Et c'est ce qui est bien avec ce qu'on appelle Java ici. Voilà, donc ici, vous voyez que E.toString, ça fait appel à la même chose que je fasse du moins E, comme ça fera la même chose. Mais non, ce que je voulais vous dire, c'est la première chose. Mais la deuxième des choses, c'est que, comme étudiant, moi, personne, et que professeur, moi, personne, ça veut dire quoi? Je peux faire ça. Personne, P2 égale new étudiant. Et je lui mets job alpha et je lui mets 10. Voilà. C'est important. Ça aussi, c'est aussi ce qu'on appelle polymorphisme. C'est-à-dire qu'on a une personne, mais la personne peut être étudiant, mais la personne peut être professeur. C'est ce qu'on appelle aussi la polymorphisme, c'est-à-dire qu'un objet qui peut prendre plusieurs formes. Une personne peut
être un étudiant, mais peut être un professeur. La preuve, je vais créer P3. Je vais créer ici P3. Et ici, au lieu d'étudiant, je mets professeur. Et vous voyez que là, je peux créer une personne. C'est-à-dire que le type de la variable P2, c'est personne. J'ai mis étudiant. Le type de la variable P3, c'est toujours personne, mais je peux mettre aussi professeur. Donc la classe mère peut porter la classe fille, ou bien toutes les classes filles. Mais ce qui est bien, c'est que je peux créer ce qu'on appelle un tableau de personnes, comme ça, personne, crochet, et je mets pers égale crochet, et je mets E, virgule, P. Alors, j'ai mal fait, accolade et non crochet, ce crochet. E, virgule, P. Comme ça. Là, j'ai un tableau de 2 personnes. Mais suivez bien, ce tableau-là, c'est un tableau de personnes. Étudiant est une personne, donc étudiant peut être ajouté dans ce tableau. Qui? P est une personne, P aussi peut être ajouté dans ce tableau. C'est bon? Mais attention, je vais vous montrer juste une petite subtilité. Normalement, pour un étudiant, on peut faire E.7 matricule. On va mettre M001. Et pour un professeur, on va mettre P.7 salaire. On va mettre 2 millions. Comme ça. Voilà. Parce qu'on se rappelait, lorsqu'on faisait tout à l'heure un toString, il affichait matricule nulle. Parce qu'on n'avait pas envoyé le matricule. Pour le salaire, même chose. Donc, je fais ça. Mais non. Comme les deux là sont des personnes et que les deux ont la fonction qu'on appelle toString, alors je peux parcourir le tableau et faire appel à toString. Parce que personne a toString, étudiant aussi a toString. Je vous avais montré la boucle for each normalement. Dans mes for each, personne, on va mettre, bon pas P, on va dire PE. Dans le tableau personne et puis on fait IEO.println de PE. Alors parce qu'on a le toString bien sûr, hein, ou bien vous faites PE.toString. Voilà. Et donc si je fais ça, alors vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? Il a affiché les personnes. Il a affiché ce qu'on appelle le professeur et l'étudiant, et il a affiché là le professeur ici. Donc on peut créer un tableau de personnes et parcourir. Maintenant le problème c'est comment est-ce que nous on pourra savoir si une personne est professeur, si on a un tableau de personnes et que dans ce tableau on peut avoir des étudiants, on peut avoir des professeurs. Nous on ne sait pas dans quelle cellule on a un professeur ni dans quelle cellule on a un étudiant. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de vérifier ça. Il y a ce qu'on appelle une fonction, un mot-clé. On va faire ceci. Si on veut vérifier, on va afficher juste un message. On va afficher « Vous êtes étudiant ». Si la personne est un étudiant, et puis on va afficher « Vous êtes professeur ». Si la personne est professeur. Alors, on va juste poser une condition. Donc, pour chaque personne, on va vérifier. Est-ce que P, on va mettre PE instance of étudiant. Comme ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'information PE est une instance d'étudiant? En tout cas, il y a 2 manières. Il y a ce qu'on appelle les switch patterns, il y a ce qu'on appelle le instance of, qui te permet de vérifier. Parce qu'une personne peut être étudiant. Donc tout à l'heure, si on construit une personne, je vous avais montré, on pouvait dire personne P égale new étudiant. Maintenant, comment savoir est-ce que ce qui se trouve dans P, moi étudiant, voilà, moi professeur. Donc vous allez utiliser ça. Vous mettez votre variable, if votre variable, instance of, votre variable de type personne bien sûr, parce que PE moi personne. Chaque élément est une personne. Maintenant, on vérifie, est-ce que c'est une instance de l'étudiant? Voilà, est-ce que c'est l'instance, etc. Donc ici, on va faire un IO
point. Et là, on va dire, vous êtes étudiant. Alors, si on a un tableau de personnes et de professeurs, si la personne n'est pas étudiant, forcément, c'est professeur. Mais si on veut, on peut copier, coller. Dans la mesure où on a d'autres éléments encore, on peut dire, else if c'est un professeur, vous êtes professeur. Et voilà. Si je lance, ce qui se passe, c'est quoi? Regardez bien. Donc, lorsque il voit un étudiant, il affiche bien « Vous êtes un étudiant ». Ce qui se passe là, c'est ça. Lorsqu'il voit bien un étudiant dans P, donc il commence par parcourir le tableau là à partir du début. Il prend le premier élément, la première personne, et il va vérifier. Est-ce que la première personne là qui se trouve dans P, moi étudiant, si oui, message, vous êtes étudiant, le toString là, c'est ça, personne, étudiant, voilà, professeur, ils ont. Donc, il va l'afficher quand même, à chaque fois. Mais il voit bien que ce qu'il affiche là, c'est bien un étudiant. Donc, instance of peut vous permettre plus tard de pouvoir faire ce qu'on appelle la vérification. Ici, si on avait un tableau de personnes, pour savoir si une personne, moi, étudiant, voilà, professeur. Bon, c'est beaucoup de choses en même temps, hein, mais c'est ça la programmation orientée objet en Java. Ou du moins là, le début bien sûr, parce qu'il reste encore beaucoup de choses. C'est bon jusque là. Parce que nous, il ne faut pas oublier, on n'a que 2 heures et d'habitude le matin vous me prenez 30 minutes. Donc, il va falloir qu'on accélère un peu. C'est bon jusque là? C'est bon? C'est bon. Au fond, c'est bon. Ousmane, c'est bon. Tu essaies aussi, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire une capture, voilà, un enregistrement. Hein. J'enregistre, bien sûr. Après, je vous donne. Au fond, c'est bon. N'oubliez pas, quelles que soient les questions que vous avez, vous me posez ces questions, c'est important. Ok, maintenant, donc, ici, ceci étant, c'est possible de mettre en place ce qu'on appelle des fonctions, des choses qui peuvent réaliser, par exemple, je peux vous donner plus tard, à la fin de ce cours, je vais vous donner par exemple un petit programme qui permet de faire un CRUD où vous allez avoir un tableau par exemple de personnes que vous pouvez ajouter des étudiants, des professeurs et que vous pouvez faire beaucoup de choses. Je dis CRUD, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter, modifier, supprimer, etc. Après aussi avec d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités un peu plus techniques quoi. Mais vous avez vu comment est-ce qu'en réalité ces choses-là fonctionnent, il n'y a pas vraiment de choses très compliquées. Mais ce qui se passe, c'est que ici, j'ai la possibilité de créer une personne, X, moi, personne. New person, je veux dire. Moi, new person. Il suffit tout simplement de lui passer les 3 paramètres, comme par exemple, xpers. Et là, je mets XP et là, âge 10. Et vous voyez que oui, c'est bon, on peut construire une personne. Mais en programmation orientée objet aussi, il y a ce qu'on appelle la notion de l'abstraction. Alors, l'abstraction, c'est-à-dire quoi? Faire en sorte qu'on puisse cacher des choses qui sont un peu plus compliquées, des choses qui sont un peu plus abstraites en programmation orientée objet. Donc, toutes les choses qui sont très compliquées, souvent, on le cache derrière ce que vous faites pour ne pas que vous ayez à vous casser la tête sur des choses un peu plus compliquées. C'est ça, en fait, beaucoup plus le principe de l'abstraction. Cacher certaines choses qui sont un peu plus compliquées. Bon, supposons, si on avait un programme qui permettait de gérer des étudiants et des professeurs, ce qu'on est en train de faire, ça permet de gérer des étudiants et des professeurs. On est bien d'accord? Mais ce programme qui gère des professeurs et des étudiants, si on construit une personne, c'est quoi? Nous, on gère des étudiants et des professeurs. Easy. Si on dit ici une personne, on n'est pas en mesure de dire c'est quoi une personne. Easy gère des étudiants, des professeurs, etc. C'est ça que Easy gère. Mais on sait que ces étudiants sont des personnes. On sait que ces professeurs sont des personnes. Donc, personne en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui est géré par Easy. Dans notre code, ici, par exemple, ne gère pas des personnes.
Alors donc, on ne peut pas être en mesure de construire une personne parce qu'une personne ne sert pas par rapport aux fonctions ou bien à la fonctionnalité de notre programme. Donc la personne sera quelque chose d'abstrait. Mais on sait que l'étudiant peut être une personne. C'est bon, donc on ne peut pas construire une personne, mais ce qu'on peut construire, c'est un étudiant. Mais ce qu'on peut construire, c'est un professeur. Dans ce cas, on parle de l'abstraction, ce n'est pas la seule chose. Je vous dis, dans la programmation orientée objet, des choses qui sont très compliquées, on utilise souvent ce qu'on appelle la notion d'abstraction pour les cacher. C'est bon? Maintenant ici, on peut faire en sorte qu'une classe soit abstraite. Alors comment? Si on a une classe personne ici, on peut la rendre abstraite en faisant tout simplement le mot-clé abstract. Donc si je fais abstract class, une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée. Ça dit qu'on ne peut pas créer un objet personne. Ça dit que tu ne peux pas faire new personne, c'est ce que cela veut dire. Une classe personne qui est abstrait. Ici, on ne peut pas faire new personne. On ne peut pas construire une personne. Non. Une personne, on ne peut pas faire personne X est égal à new personne. Donc une classe abstraite, c'est ça en fait. Et c'est ce qui se passera plus tard avec la notion des interfaces. Les interfaces sont obligatoirement des abstraites. Et donc ici, une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne doit pas instancier comme ça. C'est important, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ceci. Ce n'est pas impossible. Je peux dire personne X égale new étudiant. Mais je ne peux pas dire personne X égale new personne. On ne peut pas avoir une instance de personne. Pourquoi? Parce que personne, moi, abstrait. Donc pour qu'une classe soit abstraite, il faut mettre le mot-clé abstract avant le mot-clé classe. Pour que la classe soit abstraite. C'est-à-dire que cette classe-là, on ne pourra pas tout simplement la construire. Alors, si on ne peut pas la construire, il y a des gens qui vont me dire, pourquoi est-ce qu'on met le constructeur? Puisqu'on ne peut pas le construire. Oui, on ne peut pas le construire directement en faisant new. Mais par contre, on peut avoir besoin du constructeur à travers ce qu'on appelle la classe fille. C'est ça en fait. Raison pour laquelle le constructeur peut rester ici. Donc si on met le constructeur ici, c'est pour que par exemple, lorsqu'on veut créer un étudiant, par exemple, on fournit ces informations-là. Maintenant, si on n'avait pas de constructeur là-bas, il n'y aura pas besoin forcément de mettre ce constructeur. Mais c'est ce qu'on appelle les classes abstraites. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui a ce mot-clé abstract et qui, ici, lorsqu'on fait dans le main, personne, on ne peut pas dire est égal à new personne. Attention, ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose par rapport à ce qu'on appelle une classe abstraite. Une classe abstraite peut avoir ce qu'on appelle des méthodes qui sont abstraites. Et une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas de corps. Mais c'est une méthode qui plus tard, c'est par exemple si on a une méthode abstraite dans personne, si étudiant hérite de personne, l'étudiant doit dire concrètement ce qui doit se passer dans cette méthode. Et donc, c'est possible. Mais non, les méthodes abstraites, en général, se trouvent dans des classes abstraites. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une méthode abstraite? On imagine une méthode abstraite pour une personne, parler. On va mettre parler. On va mettre public, abstract void, parler. Comme ça. Vous voyez, il n'a pas de corps. C'est ce qu'on appelle une méthode abstraite. Une méthode, on sait que c'est une méthode qui s'appelle parler. Ça veut dire qu'une personne peut parler. Mais on n'a pas encore dit concrètement comment parler. C'est important. Donc, une fois que vous avez une méthode abstraite, vous avez la possibilité de dire quoi? Si j'ai une classe, si vous êtes là, bon, normalement, obligatoirement, il vous impose même. Vas-y. Vas-y. On ne peut pas? Oui. Non, en fait, ici, notre classe personne était abstraite parce que c'était la classe mère. Je ne dis pas que toutes les classes mères sont abstraites. Mais ici, on ne gère pas une personne en tant que telle. Raison pour laquelle on a rendu personne abstraite. Mais on sait que étudiant hérite de personne. Par conséquent, étudiant moi, personne. Tu vois.
Mais on n'a pas besoin de faire new personne. On ne peut pas construire une personne comme ça parce que notre programme gère des étudiants et des professeurs. Est-ce que tu vois? Mais comme ils ont ce qu'on appelle des attributs partagés, nom, prénom, âge, l'histoire derrière ce qu'on appelle l'héritage, c'est d'éviter la redondance. C'est important. L'histoire derrière l'héritage, c'est d'éviter la redondance en programmation orientée objet. On sait que nom, étudiant a un nom. On sait que professeur a un nom. Si on crée 2 classes étudiant prénom, on va mettre là-bas nom, on va mettre ici, donc professeur aussi nom. Et on évite cette redondance en faisant une classe mère. Est-ce que tu vois? La classe mère n'a pas forcément sa raison d'être. La seule raison d'être de la classe mère dans ce que je viens d'expliquer, c'est pour éviter la redondance. Tu vois, pour ne pas que nom soit en même temps dans étudiant, en même temps dans professeur. Mais nous, on gère étudiant et professeur. Tu vois, on gère étudiant et professeur. Mais on sait que étudiant a des attributs, certains attributs, que professeur a aussi. Et donc, si on crée 2 classes étudiant-professeur, on mettra nom, prénom ici, Tu vois, pour éviter cela, les attributs qu'ils ont en commun, on les sort. Est-ce que tu vois? On va aller créer une classe qui n'avait pas forcément une raison d'être. On n'a pas besoin de cette classe, personne en fait, en tant que tel. Tu vois? Mais on a juste besoin de lui pour pouvoir factoriser les choses qu'ils ont en commun. Le nom, le prénom et puis l'âge. Donc, on ne peut pas créer une personne en tant que telle, parce que notre programme gère un étudiant et un professeur. Et je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Voilà, maintenant, donc, comme on a ressorti ces informations, on a mis dans personne, et on sait qu'on ne peut pas construire une personne pour dire clairement qu'on n'a pas le droit de construire juste une personne en rang personne abstract class, pour qu'on ne peut pas faire new personne. C'est juste ça, en fait. Tu vois un peu le truc. Maintenant, une classe abstraite peut avoir une méthode abstraite. Si une classe a une méthode abstraite, toutes les classes filles doivent impérativement redéfinir cette méthode. Obligatoire. Par exemple, pour laquelle, pour le moment, il souligne une erreur. Il est en train de dire quoi? Si tu hérites de personnes, il y a une classe, une méthode du moins abstraite là-bas que tu dois redéfinir. Et en général, la redéfinition, vous allez voir override. Alors, si je fais ici clic droit, vous avez la possibilité de dire implémenter. Et si vous faites implémenter, vous voyez ici le override. Et là, il redéfinit. Et là, il ouvre les accolades pour que tu puisses écrire le corps de cette méthode. Pour dire c'est quoi et comment fonctionne cette méthode-là. C'est bon? Et voilà. Donc, c'est ça en fait ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle l'abstraction. Maintenant, il y a aussi une deuxième partie qu'on appelle les interfaces, où on parle d'abstraction. Mais si on parle de tout ça en même temps, c'est sûr que vous n'allez pas tout comprendre. Mais voilà, donc, une classe abstraite peut avoir une méthode abstraite. Une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas de corps, qui n'attend tout simplement qu'on puisse la redéfinir. Qui redéfinit? Les classes filles. Toutes classes filles qui héritent d'une classe abstraite vont obligatoirement redéfinir, c'est-à-dire dire pour eux comment la méthode abstraite fonctionne. La redéfinition d'une méthode se passe, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour redéfinir une méthode, on met le même nom de la méthode, même information de la méthode, avec le mot-clé Alt Override, pour dire qu'on est en train de redéfinir, c'est-à-dire dire comment cela va fonctionner. Pour nous, c'est ça en fait. Donc pour l'étudiant, comment parler va fonctionner, il va le dire ici. Professeur dira la même chose. Il va redéfinir. Et redéfinir en disant pour lui, un professeur, comment est-ce qu'un professeur parle. Parce qu'un étudiant et un professeur ne parlent pas de la même manière. C'est bon? Un étudiant et un professeur ne parlent pas de la même manière. Bon, c'est juste une manière de dire en fait. Tu vois? Donc chacun va dire pour lui concrètement comment parler va fonctionner. Donc chacun va redéfinir, implémenter la fonction parler en fonction de ce que lui il connaît ou bien ce que lui il maîtrise. Mais une redéfinition, on fait ce qu'on appelle override ici. Il y a ce qu'on appelle surcharge et il y a ce qu'on appelle redéfinition. Tout à l'heure, je vous ai montré la fonction somme avec des paramètres qui étaient différents. C'est ce qu'on appelait surcharge. Une fonction qui porte le même nom avec des paramètres différents.
on surcharge la fonction. On a une fonction somme avec 2 paramètres, une autre fonction somme avec 3 paramètres, une autre fonction somme avec des tableaux. C'est toujours la même fonction avec le même nom. On appelle ça surcharge. Mais une fonction parlée là-bas, et ici avec le même parler décoré de override, on parle de redéfinition. On redéfinit la méthode. Tu vois un peu le truc? C'est tout simplement des mots techniques qu'on utilise en programmation orientée objet. Oui. Tu l'appelles. Si tu fais appel et que tu passes 2 éléments, il fait appel à cette somme qui fait appel à deux éléments. Je pense que je vous avais montré un petit peu le... Les opérations sont différentes, je suis d'accord, mais lui, il va faire appel à la somme en fonction des arguments que tu lui passes. Si tu appelles somme et que tu passes 2 arguments, il fera appel à la somme qui prend 2 arguments. Si tu fais appel à somme, tu lui passes 3 arguments, il fera appel à somme qui passe, ou du moins si tu lui passes 3 arguments. D'une manière simple et rapide, je vais juste dans étudiant ici, faire ça rapidement. On fait public, int, alors je vais mettre même void, c'est plus simple. Void, somme, ici, int, a, je vais mettre juste int a. Et là, je vais mettre io.println, somme, un élément. Je mets juste un message. Et je vais dupliquer. Ici. B. Ici, je mets somme avec 2 éléments. Et là, int A, int B, virgule, int C. Ici, on met somme avec 3 éléments. C'est toujours le même somme. Ou du moins, c'est la même fonction somme. Somme, mais qui prend un paramètre, somme qui prend 2, et somme qui prend 3. Après, on peut mettre une somme avec un tableau, tout ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle surcharge. C'est bon? On surcharge une fonction. Alors ici, dans main, on a ici e.matricule. Donc ici, si je fais e.somme, e.somme, et que je donne par exemple 3, et je fais virgule, et je mets 10, si je lance le programme, regarde bien ce qui se passe. Il dit somme avec 2 éléments. Parce que là, il fait appel automatiquement à la somme qui prend 2 arguments. Si j'efface le 2e argument, je lui passe uniquement 3 et que je lance le programme, regarde ce qu'il dit, somme avec un élément. Et si tu vois, automatiquement, il s'adapte en fonction des arguments que tu lui passes. Et c'est ce qu'on appelle surcharge. Mais la redéfinition, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure pour la fonction parler. La même chose pour la fonction toString. C'était une redéfinition de toString qui se trouvait dans parler. Ici, on a redéfini aussi parler. Mais sauf que ce parler, c'est une fonction qui était abstraite, qui n'avait pas encore de corps. Et on a dit pour des classes abstraites, les méthodes qui sont abstraites doivent être obligatoirement redéfinies au niveau des classes filles. Je n'ai pas dit que cet nom sera redéfini. Et si tu vois, cet nom n'est pas obligé d'être redéfini. Mais celui-là, qui est abstrait, la fonction qui est abstraite, sera impérativement redéfinie par toutes les classes filles, obligé. Bon, comme je vous aime trop, on va s'arrêter là.